Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous suivre aujourd'hui sur cette table ronde qui s'intitule Au-delà de notre métropole, comment l'inclusion numérique est-elle abordée? Alors l'idée de cette métropole aujourd'hui, de cette table ronde aujourd'hui est de voir de quelle manière, quelles sont les différentes stratégies qui existent en France métropolitaine autour de l'inclusion numérique, les stratégies, les approches. Et pour ça, on va avoir le plaisir de donner la parole à Elisabeth Le Faucheur, qui est chef de projet inclusion numérique et accès au droit à la ville et métropole de Brest, à Jérôme Vallée, qui est chef de projet numérique à la communauté d'agglomération et ville de La Rochelle, et enfin à Sandrine André, qui est directrice de projet transformation digitale à la ville et Eurométropole de Strasbourg. Alors, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Gilles Massini est là, il assure le, le, le secrétariat des questions et il nous les adressera à la fin. Mais sans plus tarder, on va regarder une petite vidéo d'Elisabeth Le Faucheur qui présente en vidéo l'approche brestoise. Alors bonjour, je suis Elisabeth Le Faucheur. J'ai coordonné de nombreux projets et événements en fait comme responsable de projet à la ville de Brest, et puis j'ai été également responsable du service médiation et usage du numérique. Je suis aujourd'hui chef de projet inclusion numérique pour Brest Métropole et Ville. L'inclusion numérique, c'est une condition d'inclusion sociale, mais aussi une opportunité en matière d'expression et de citoyenneté des habitants. Il y a 25 ans, via Michel Briand, donc élu, s'est engagé dans une politique d'appropriation sociale du numérique sur le territoire qui passe par l'accès, l'équipement, les médiations et puis aussi la coopération. Aujourd'hui, il existe un réseau d'une centaine de papis et papis-femmes. Il y a aussi 8500 logements qui sont éligibles à un projet qui s'appelle Internet en habitat social. Il y a un appel à projet usage du numérique pour accompagner les porteurs de projets pour réaliser leurs projets, des ateliers réguliers pour outiller les acteurs locaux. Et puis Faba Brest aussi, qui est un projet autour de la fabrication numérique, des événements comme le Forum des usages coopératifs ou les chemins de la coopération. Tous ces projets, ces dispositifs, ces actions sont coopératifs avec une posture singulière de la ville de Brest qui ne fait pas la place d'eux mais qui facilite, aide au partage des ressources en soutenant la création des communs et la mise en réseau. Le projet brestois, c'est mobiliser le numérique comme levier d'inclusion sociale et d'émancipation, mais c'est aussi diffuser auprès de toutes et tous une culture et des compétences du numérique, c'est faciliter, accompagner et renforcer les coopérations sur le territoire pour des projets toujours plus créatifs et solidaires. Les acteurs locaux, les associations qui jouent un rôle important, les institutions aussi, et multisectorielles, c'est-à-dire c'est des acteurs qui sont issus du numérique, du social, du culturel, de l'éducatif, et qui se retrouvent en fait dans le réseau et qui se croisent. Mais c'est aussi les acteurs régionaux, les acteurs nationaux, et puis des acteurs d'autres territoires qui travaillent dans le numérique ou dans le social. Pour l'anecdote, le projet Internet en habitat social qui existe depuis 10 ans a été particulièrement remarqué pendant la crise et reconnu plus largement. Voilà. Sinon, il y a le travail en réseau sur le projet accès au droit et numérique, donc à l'échelle de Brest Métropole, a été facilitateur dans la période de crise. Et puis on constate une plus grande prise de conscience autour de ces sujets, de la nécessité d'y travailler face à un manque d'équipement, d'accès et puis d'aisance des populations et des outils. Et puis, c'est aussi un risque du coup de plus grande fracture qui est mis en évidence. Il y a plein de bonnes idées, d'initiatives sur nos territoires. Parfois, pour qu'elles prennent vie, il suffit d'un petit coup de pouce technique, méthodo, du réseau.
Pour cela, il faut deux choses pour moi, des facilitateurs, des passeurs, donc c'est le rôle un peu de la ville, et aussi de la coopération qui crée quelque chose de très précieux, la confiance pour agir. Bien, bonjour. Je vais donc Elisabeth de Fauchard. Donc vous venez de voir une vidéo qui résume bien en fait ce que fait Brest. Je vais essayer de revenir sur en fait quelques aspects. Voilà. Donc l'objet vraiment de la politique publique, c'est l'appropriation seule des usages du numérique par le plus grand nombre. Donc on a la chance en fait sur Brest d'avoir démarré cette politique publique très tôt. Donc alors là, excusez-moi, c'est 2019, mais en fait c'est 1995-2020, et donc plus de 25 ans de politique publique. Et le temps long de l'appropriation est nécessaire. C'est aussi le temps long de la coopération. Et donc on a travaillé sur différents sujets. Donc l'accès à Internet, j'en ai déjà parlé et on va y revenir. La question de l'équipement, de faciliter l'équipement des structures associatives ou autres qui en font la demande. Et puis de vraiment travailler sur une culture du numérique, parce que pour comprendre le monde dans lequel on est, il faut pouvoir avoir une culture du numérique pour comprendre ne serait-ce que l'enjeu des données, de savoir quand on pratique l'Internet, de savoir qu'il y a des algorithmes qui tournent derrière, de savoir qu'il y a de l'enjeu à récupérer des données, voilà, nos données personnelles. Et puis diffuser les usages courants, et puis travailler, comme je l'ai dit, sur la mise en réseau et le renforcement des compétences des acteurs. Voilà, la posture de facilitation, j'en parlais dans la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui a été déterminant sur toutes ces années. C'est vraiment de se dire qu'on est en appui, qu'on n'est pas là c'est pas descendant comme posture, c'est bien de se dire qu'on est là pour vraiment aider tous ces gens qui ont des bonnes idées à les mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui développe quelque chose de très, très, très précieux. Cette posture-là, quand on la respecte bien, c'est de la confiance. Et quand il y a de la confiance, eh bien, il y a de la coopération. Ça devient très riche, très facile, en fait, de travailler sur le territoire. Et puis, c'est aussi des principes et des valeurs. Donc, on a parlé de coopération, mais aussi de commun. On a beaucoup travaillé sur la question des communs avec un festival, Brest en commun, où là, on donne à voir tout ce que les gens font dans les quartiers, que ce soit des jardins partagés, du logiciel libre ou toute autre initiative. C'est les personnes qui viennent présenter ce qu'elles font. Et puis, au cours de ces présentations, elles tissent de nouvelles coopérations et de nouveaux projets naissent ensuite. Et puis voilà, et puis la question de la médiation numérique, en disant que c'est vraiment l'affaire de toutes et tous, c'est vraiment ça quelque chose d'important, c'est qu'on n'a jamais considéré que c'était uniquement l'affaire des médiateurs du numérique, qu'on se dit que, y compris quand on est dans un centre d'action sociale, eh bien, on a un rôle à jouer là-dessus. Et autour de ça, c'est aussi de se dire, finalement, et si on faisait du numérique sans le savoir? Alors, je vais parler tout à l'heure de projets où finalement, on est complètement là-dedans. Et finalement, le numérique s'efface et on a juste le plaisir d'apprendre et plus la contrainte. Et voilà, et du coup, c'est source de créativité et de richesse pour chacun et puis collectivement. Donc, juste quelques illustrations autour des questions d'accès. Donc, on en a un petit peu parlé déjà dans la vidéo, mais donc très tôt à Brest, ont été créés en 95 des points d'accès public à Internet. Donc ça, c'était pas des lieux créés par la ville et dédiés à ça, c'était plus l'idée d'intégrer en fait dans des lieux ordinaires de proximité une association, une médiathèque, une mairie, un syndicat, voilà, un point d'accès pour les personnes qui fréquentent le lieu. Donc aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, c'est 90 points d'accès dans la ville. Brest, c'est une ville qui compte 140 000 habitants. En gros,
à peu près 5 minutes de chez soi ou de son lieu de travail, on a un point d'accès public à Internet où on peut aller consulter ses mails, etc. et avoir de l'accompagnement autour d'usage. Alors, c'est suivant les lieux, ça varie. On peut faire de la vidéo, apprendre à faire de la vidéo à certains endroits ou simplement consulter ses mails à d'autres. Il y a une diversité de lieux et l'accompagnement est fait par les gens des structures. Donc ça, c'est les papilles classiques, et donc ils sont augmentés, si on veut, puisqu'aujourd'hui, il y a des papilles qui sont devenus des papilles-fab, qui ont intégré la fabrication numérique dans ces lieux-là. L'idée étant aujourd'hui, autour d'un projet, le projet autour de Fab à Brest, autour des papilles Fab, c'est de créer des parcours utilisateurs dans la ville, c'est-à-dire qu'on se dise, ben, dans mon quartier, je peux pousser une porte de la fabrication numérique. Et puis là, on va m'amener vers peut-être d'autres structures en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et voilà, et on intègre ben, voilà, des compétences, mais aussi un réseau où on va pouvoir évoluer. Donc ça c'est une partie de l'accès. Donc désolé, j'avais oublié de faire passer le diapo. Un autre volet de l'accès, c'est ce projet que j'évoquais qui a été vraiment pointé pendant la crise Covid, c'est Internet en habitat social. Donc là, juste pour, donc là, c'est 9000 logements, mais c'est surtout un accès à Internet pour à 1,20 €, à peine 1,20 € par mois et par logement dans l'habitat social. Mais c'est pas que ça, c'est aussi tout l'accompagnement, et ça, c'est le maître mot aussi de la politique brestoise, c'est on accompagne à la fois sur l'équipement, mais aussi sur l'apprentissage des usages, mais aussi pour gérer les contrats en téléphonie et d'Internet, parce qu'on s'aperçoit que les gens sont aussi assez démunis pour y voir clair là-dedans. Donc ça, c'est l'accès. Je veux bien un changement de diapo, s'il vous plaît. Merci. Quelques illustrations autour de l'appel à projet multimédia. Donc l'appel à projet aussi pour vous donner peut-être une petite idée. Je regarde mes chiffres à côté. Donc on a soutenu 688 projets depuis le démarrage qui sont portés par environ 200 structures. Et donc là, c'est juste des coups de pouce, c'est maximum 2300 €. C'est un appel à projet qui n'est pas concurrentiel. Donc dès lors que les projets sont éligibles, ils ont une aide en fait. Donc ça veut dire que on met pas de côté certains projets. On se dit, ben s'il y a beaucoup de projets que l'enveloppe n'est pas suffisante pour donner 2300 à chacun, eh bien on partage en fait l'enveloppe. Et ça, c'est aussi quelque chose qui amène à des comportements complètement responsables des associations qui se disent, ben si j'ai besoin que d'un appareil photo numérique, je vais pas les demander plus parce que je sais que d'autres ont peut-être besoin cette année, peut-être que l'année prochaine ce sera moi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant en termes de coopération. Donc parmi les projets aidés, alors je vais juste faire là il y a une diversité de choses. Donc on a un projet de papy mobile pour les gens du voyage, par exemple. On a des ateliers radiophoniques auprès de publics donc qui sont aidés par le CCAS, qui ont des difficultés diverses et variées, mais qui travaillent du coup sur l'expression, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé pour que les gens puissent s'exprimer, être contributeur aussi sur le web. Il y a aussi là, par exemple, un projet donc d'une école, d'un quartier populaire en fait, qui a une web radio et voilà où les enfants travaillent sur l'expression. Et là, le numérique s'efface parce qu'en fait, on leur dit pas vous allez travailler sur le numérique, on leur dit ben vous allez faire des émissions de radio, et en le faisant, en fait, ils touchent au numérique. Et puis il y a ce projet Glisse Libre. Alors je pense que j'ai mis le lien qui est complètement extraordinaire, je trouve qu'il résume vraiment très bien ce qu'on veut faire. C'est donc en fait une association qui travaille sur du design libre, qui a en fait décidé de proposer un partenariat à un foyer qui héberge des personnes en situation de handicap. Et donc, ils ont monté un projet, proposé un projet aux personnes autour du surf, c'est-à-dire à ces personnes qui sont en situation de handicap, de pouvoir imaginer leur surf adapté à leur handicap et en ayant des choses qui soient néanmoins adaptées mais jolies, enfin voilà. Et donc ils sont allés dans un Fab Lab, ils ont travaillé ensemble à concevoir mais aussi à fabriquer, et vraiment c'est juste que du bonheur ce film, parce que ça montre complètement comment le numérique s'efface, comment les gens apprennent avec plaisir, et cette opportunité que représente le numérique.
Donc ça, c'est quelques illustrations de projets soutenus. Et enfin, pour terminer, juste 2 mots sur un projet métropolitain qui est en cours en fait, hein, et donc qui est très intéressant parce qu'on avait, nous, plutôt développé le réseau de la médiation numérique, mais qui est pas seulement avec des acteurs des numériques, comme je disais, il y a des gens du social, du culturel, enfin un peu tous les milieux. Et donc il y a une offre de médiation numérique sur le territoire. Et puis là, on fait le lien avec les acteurs du social autour d'un projet sur l'accès aux droits et l'inclusion numérique, l'idée étant de favoriser l'accès aux droits pour tous dans la ville. Ça réunit 2 réseaux parce que cette question-là, elle est à la fois liée à des questions d'accès aux droits, c'est complexe d'accéder à les droits, c'est complexe, et accéder à ces droits, les comprendre et pouvoir les mobiliser, ce n'est pas facile. Et puis, il y a une dimension numérique. Et donc, on s'est dit qu'il fallait à tout prix qu'on puisse travailler à l'échelle du territoire métropolitain pour faire une proposition, mais globale, avec, en réunissant, en faisant se rencontrer ces 2 réseaux. Donc, c'est chose faite. Et donc, on a 4 axes de travail. Bon, bien sûr, la coordination de l'ensemble, ça veut dire un état des lieux, de comprendre qui fait quoi, de voir les niveaux de réponse, de travailler sur la formation, mais aussi sur l'équipement, sur l'animation du réseau et aussi sur la place des habitants dans ce projet-là. Et donc, c'est un projet vraiment qui est grandement facilité du fait que du côté de la médiation numérique, il y a un réseau qui se connaît déjà, qui fait des choses ensemble et qui rencontre un autre réseau, les acteurs du social qui se connaissent aussi. Et donc, on a dans ce réseau-là tous les opérateurs comme la CAF, la CEPAM, la CARSAT, le département, les CCAS de toutes les communes et avec tout le réseau associatif qui propose de la médiation numérique. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus sur un projet qui est vraiment territorialisé. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette présentation sur ce territoire ultra dynamique. Comme tu le disais, c'est vrai que Brest fait partie des pionniers sur la question de l'inclusion numérique parce que vous en faites tout simplement depuis 25 ans. Alors maintenant, je suis un peu inquiet parce qu'on voit le clavier de Jérôme. Je ne sais pas s'il nous entend ou s'il a coupé son micro, mais on avait prévu de faire intervenir Jérôme. Est-ce que tu nous entends, Jérôme? Est-ce que tu as activé ton micro? Je pense que Jérôme a quelques petites difficultés. Ah non, il est là. Ça ne marche pas chez Jérôme. Alors, est-ce que Sandrine, tu veux bien, au pied levé, nous présenter l'approche et la stratégie de la métropole européenne de Strasbourg sur la question de la transformation numérique et donc de la solidarité numérique? On va essayer de régler le souci de Jérôme en parallèle. Alors, pense à bien réactiver ton micro. Oui, bonjour à tous. Ah, super. Alors là, j'ai réactivé mon micro, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que c'est le cas? Oui, très bien. Donc bonjour à tous. Donc Sandrine André, je suis directrice de projet sur la transformation numérique pour Ville et Eurométropole de Strasbourg, donc pour 2 collectivités qui ont une administration mutualisée. Et la démarche en fait que je vais vous présenter donc est bien effectivement une démarche qui est menée par ces 2 collectivités main dans la main, si je puis dire. Alors, évidemment, je viens d'entendre tout ce qu'a raconté Elisabeth et je me dis qu'évidemment, à côté d'elle, on est vraiment des gamins, puisqu'on a commencé cette démarche il y a seulement 2 ans. si, Elisabeth. Voilà, donc on est des petits jeunes, mais on est motivés et enthousiastes. Voilà. Donc, si vous voulez bien passer le slide suivant, voilà, merci. Donc là, c'est une présentation générale de la démarche qui a démarré il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. À cette époque-là, parce qu'évidemment, aujourd'hui, maintenant, l'inclusion numérique, on le voit bien, c'est vraiment une préoccupation majeure de l'ensemble des territoires. Mais à cette époque-là, en fait, à l'inclusion numérique, on en parlait finalement encore assez peu. Enfin, en tout cas, ça ne semblait pas être un sujet prioritaire. Mais nous, on a souhaité vraiment démarrer aussi grâce en fait aux instances de participation citoyenne qui sont en quelque sorte venus taper à notre porte et qui nous ont dit mais nous en fait on est quand même assez inquiets parce qu'on constate sur le territoire effectivement qu'il y a plein de gens qui sont
sont complètement coupés, on va dire, des ressources numériques, que ce soit en termes d'équipement, en termes de compétences, et ils ne savent pas forcément où aller. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 ans, il n'existait aucune offre sur le territoire. Il existait déjà évidemment une offre de service sur le territoire, mais le constat, c'était que l'offre ne rencontrait pas la demande, en quelque sorte. Donc, évidemment, ça nous a questionnés, et on s'est mis en fait autour de la table avec un certain nombre d'acteurs, en se disant, bah voilà, donc le sujet est assez énorme. Il nous semblerait quand même intéressant qu'on puisse l'aborder à plusieurs plutôt que tout seul. Et comme finalement c'était un ressenti assez important de l'ensemble des partenaires autour de la table, enfin, à la fois donc les partenaires institutionnels et les associations qui travaillaient sur ce sujet, et bien on s'est dit qu'on allait partir ensemble dans cette grande aventure. Donc on a commencé donc par un diagnostic territorial. Alors peut-être dois-je préciser quand même qu'on s'est fait accompagner sur les premières phases de cette démarche par une association qui s'appelle We Take Care et qui a vraiment été un accélérateur formidable pour notre démarche, avec lesquels voilà, on a pu vraiment très rapidement monter en compétence sur le sujet et qui nous a vraiment bien aidé à mobiliser les acteurs. Donc le diagnostic territorial voilà, qui a permis de mieux connaître en fait l'offre du territoire. On a ensuite donc collectivement, je pense que ça c'est vraiment un des points qui me semble important, c'est que vraiment tout ce que je vous raconte, en fait, c'est vraiment une démarche collective. On va dire le point de vue, entre guillemets, de la ou des collectivités sur le sujet, un point de vue qui a été vraiment construit avec l'ensemble des acteurs. Et donc, le résultat, c'est vraiment un résultat collectif. Donc, on a effectivement donc, travaillé donc, sur l'élaboration d'un plan d'action et puis donc, ensuite donc, sur, on va dire, le lancement du réseau. Et là, maintenant, on est un peu en phase de croisière, alors si je puis dire, parce qu'évidemment, entre-temps, est intervenue la crise du Covid-19 qui a quand même un petit peu secoué tout le monde. Donc, mais en tout cas, qui a aussi permis d'accélérer un certain nombre de choses. Évidemment, à ce moment-là, on s'est rendu compte de façon encore plus flagrante de l'importance du numérique. Donc finalement, ça a été aussi presque un coup de boost, j'ai envie de dire, dans cette démarche. Peut-être le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc ça c'est simplement donc une représentation, même si elle est assez schématique en fait, enfin une cartographie en tout cas des acteurs qui est le fruit donc, du diagnostic qui a été mené, simplement pour mettre en exergue la diversité finalement des acteurs qui sont mobilisés sur le sujet. Alors on retrouve évidemment les centres médico-sociaux qui représentent donc, voilà, un nombre quand même conséquent d'acteurs sur le territoire, les médiathèques qui sont extrêmement actives depuis plusieurs années, hein, qui ont un programme qui s'appelle l'APPLI et qui propose voilà, un programme donc à la fois vraiment sur de l'accompagnement aux démarches en ligne. Là, je veux faire mes démarches CAF, Pôle emploi. On me dirait, il peut aussi aller chez eux, mais en tout cas, bon, apparemment, ils aiment bien aussi venir dans les médiathèques pour ce genre de besoins, mais aussi en fait sur évidemment des questions plus de culture numérique, donc les fake news, que fait-on effectivement de mes données personnelles, etc., etc. Donc voilà, ils ont vraiment tout un programme d'animation très complet dans les médiathèques sur ce sujet-là, et puis évidemment le tissu associatif qui est extrêmement important, qui a une grande proximité en fait avec le public et qui donc voilà, permet de mailler aussi de façon beaucoup plus fine le territoire. Donc, comme je le disais, donc on a travaillé collectivement avec, alors peut-être pas avec, là je parlais d'une centaine d'acteurs, c'est que le réseau donc, de l'inclusion numérique à Strasbourg, il est constitué d'une centaine d'acteurs. Évidemment, donc, lors des ateliers, on était plutôt de l'ordre d'une quarantaine ou d'une cinquantaine, mais c'est déjà quand même une bonne représentation des acteurs du territoire. Et on a essayé donc de travailler ensemble sur ce qu'on voulait justement faire ensemble. Évidemment, chacun continue à mener ses propres actions, mais en tout cas, c'est de dire qu'est-ce qu'on a besoin de faire ensemble, qu'est-ce qui pourrait être utile pour la communauté. On parlait des communs, en fait, c'est effectivement cette idée de dire qu'est-ce qu'on a intérêt à faire en commun. Donc, bon, d'abord, effectivement, hein, c'est de savoir dans quelle offre en fait, on voulait proposer sur le territoire, et notamment donc de garantir ce qu'on appelait une offre de droit commun aux habitants, c'est-à-dire finalement à quoi ils peuvent avoir accès, donc voilà, où est-ce que je peux aller quand j'ai besoin d'accéder à une connexion, quand j'ai besoin d'être accompagné, en fait, voilà, où est-ce que se situent effectivement donc les services disponibles, de continuer évidemment à développer les offres en regardant à la fois donc les offres existantes, mais aussi les trous dans la raquette pour adresser donc les publics spécifiques. Le deuxième sujet, c'était vraiment la visibilité. Donc la visibilité, c'est ce que j'ai dit, c'est que le constat de départ, c'est de dire il y avait une offre, il y avait un public en attente, et en fait, voilà, ces structures, ces gens ne se rencontraient pas. Donc c'est quand même un problème, c'est de travailler aussi sur comment justement à la fois donc on comprend mieux quels sont les ressorts du public pour les faire venir en fait vers les structures qui peuvent les accompagner, et comment donc on rend aussi mieux visibles ces structures, comment on fait aussi en sorte que ces structures se connaissent en elles pour pouvoir aussi orienter au mieux les publics.
Et puis le dernier sujet, c'était l'impact. Là aussi, c'est de se dire, encore une fois, hein, c'est le même principe de dire que voilà, ensemble, on est normalement plus puissant, et donc de se dire qu'on avait sans doute un certain nombre de ressources à partager, à mettre en commun pour que ça bénéficie à tous. Voilà, merci. Donc, simplement quelques exemples en fait, de choses qui ont été mises donc, justement suite à ce plan d'action qui a été décidé collectivement. Donc, on a mis en œuvre en fait, un espace de travail collaboratif donc, qui est accessible à l'ensemble des membres du réseau où on partage en fait, tous les éléments à la fois du plan d'action et puis on réalise une veille. Donc, on partage voilà, tout ce qu'on trouve en fait, sur l'inclusion numérique, toutes les ressources, toutes les actions qui sont menées par les uns et par les autres donc, peuvent être partagées. Il y a un forum également où on peut voilà, s'interroger les uns les autres, trouver des mises en relation pour certains sujets. Donc ça, c'est un premier élément effectivement qui a été mis en place assez rapidement. On a utilisé un outil qui était disponible de la collectivité pour vraiment aller très vite. Hein. On s'est dit, voilà, on ne va pas partir en fait, sur la conception d'un portail qui aurait pu prendre du temps. On s'est dit, on fait avec ce qui existe et on essaye de démarrer vraiment le plus rapidement possible. Le deuxième sujet, en fait, c'est la cartographie. Donc, on a mis en place en fait une cartographie. Donc là aussi, on utilise en fait l'outil qui est proposé par l'association WeTakeCare, donc qui est le site en fait Click. Ça nous a permis, voilà, là aussi, de partir sur une solution existante. Donc l'ensemble en fait des acteurs, en tout cas, on a invité l'ensemble des acteurs à créer un compte sur ce site-là et à se cartographier, à renseigner en fait les éléments qui les concernaient. Là aussi, dans un objectif toujours de mieux se connaître et de pouvoir accueillir et orienter au mieux les différents publics. Les autres outils qui ont été mis en place, en fait, ce qui concerne plutôt effectivement à la fois donc la visibilité en fait de ce réseau et puis finalement aussi une espèce de référentiel ou de culture commune, si je peux dire. Donc, on a développé un logo. Donc là, on avait fait aussi un atelier. Alors évidemment, on n'a pas dessiné ce logo ensemble parce que ça, c'est pas très facile hein, de tenir le crayon tous ensemble pour dessiner un logo. Mais par contre, on avait essayé de travailler sur que devait représenter ce logo, quelle valeur il devait porter. Et donc voilà, donc on a abouti à ce logo. Donc sur ici, on vous aide. Et donc, alors malheureusement, il devait être diffusé au début mars, donc on n'a pas pu le faire puisque le confinement nous a rattrapés, mais ça va être fait maintenant à la rentrée, en espérant évidemment que ça puisse être utile au maximum. Et puis on a aussi donc travaillé sur un guide pratique de l'accompagnement numérique. Alors j'ai envie de contenu, rien de révolutionnaire, mais par contre là aussi, dans l'idée, vraiment le fait de se dire qu'on a travaillé en commun sur le contenu de ce guide et que c'est, je pense, du coup, un excellent outil pour voir quelles sont les valeurs, les postures qu'on souhaite aussi développer, comment on souhaite vraiment travailler au contact du public. C'est peut-être plus un vœu qu'une réalisation actuellement, c'est de dire, bon, on a réuni finalement beaucoup de personnes autour de la table. Maintenant, effectivement, il s'agit de faire en sorte aussi que chacun puisse s'engager à hauteur de ce qu'il est capable de mettre en place, de faire. Donc, on a effectivement donc aujourd'hui un certain nombre de partenaires institutionnels qui sont mobilisés. Donc, on travaille avec la CAF, avec Pôle emploi, avec le département. On a pas mal de partenaires associatifs, donc j'en ai déjà parlé. Hein. On a voilà, Emmaüs Connect, Alsace Digital, Humanisme. Voilà, on a des tas d'associations qui sont présentes, qui sont extrêmement actives dans ce domaine-là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement aussi pouvoir associer plus fortement, même si c'est pas forcément évident, la société civile, c'est-à-dire comment on entend aussi les usagers. Aujourd'hui, on entend les usagers, mais au travers des associations qui les accompagnent ou des acteurs qui les accompagnent. Directement, effectivement, on peut aussi entendre voilà, directement auprès des usagers. Et c'est vraiment pas simple parce que c'est vrai que bon, c'est des publics qui souvent on hésite à s'exprimer, ont du mal à s'exprimer. Mais en tout cas, on souhaiterait voir comment les associer dans une gouvernance à terme. Et puis aussi, des acteurs qui jusqu'à présent font des choses, mais ne sont pas forcément impliqués dans des actions collectives, c'est les entreprises. Hein. Donc là, on travaille effectivement avec un certain nombre d'autres territoires sur l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui donc un contrat territorial d'inclusion numérique, qui serait donc dans l'idée de réunir justement donc autour de la table l'ensemble de ces acteurs, que chacun puisse décider à quelle hauteur il s'engage, que ce soit en termes de moyens, donc des moyens financiers, des moyens humains, etc. Qu'est-ce que chacun, entre guillemets, peut apporter dans la corbeille de la mariée. Et puis donc ensuite, voilà, on décide de dire, tous ensemble, on essaye d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc ça, c'est plutôt un objectif pour la fin de cette année. Il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui sont mobilisés, mais il faut encore évidemment qu'on formalise ce sujet. Je crois que j'ai terminé ma présentation, me semble-t-il.
Merci beaucoup, Sandrine. Je suis désolé de ne pas avoir réactivé mon micro. Merci pour cette présentation hyper complète et surtout très. Je crois qu'on voit très bien où vous voulez en venir parce que je pense qu'on a ces approches. L'approche que vous nous avez décrite, elle est commune à la fois à ce qu'a pu faire Elisabeth et ce qu'elle fait encore avec justement ce nouveau je sais plus comment tu nous as dit, ce nouveau projet territorial que tu essayes de mettre en place. Et je pense que Jérôme, c'est des choses qui font écho avec ce que vous essayez de mettre en place à La Rochelle également. Est-ce que ça Oui, fonctionne maintenant, Jérôme? Est-ce que tu peux réactiver ton micro et du coup, il est 16h30, là, c'est parfait, tu peux nous présenter ton approche. nickel. Ouais. Là, vous m'entendez, c'est bon? Parfait. Oui, ça fait effectivement, ça fait écho enfin, de cette concertation territoriale. Donc là, pour la présentation, donc je vais vous montrer les différents projets actuels au niveau de la ville et de l'agglomération de La Rochelle. Sur cette slide-là, qu'est-ce que j'ai souhaité mettre en avant? Donc, on a le pass numérique, donc le chèque haptique, qui va arriver très rapidement là courant septembre. Donc, nous sommes donc la ville, l'agglo et le CCAS de La Rochelle. Nous allons délivrer donc ces passes numériques au sein du CCAS et de la médiathèque communautaire à un maximum de personnes. Donc nos trois collectivités travaillent ensemble. Nous sommes commanditaires prescripteurs, c'est-à-dire que nos collectivités enfin nos agents vont délivrer directement les passes numériques sur aucun critère économique, financier, etc. Mais c'est plus sur la volonté d'une augmentation à l'autonomie numérique. Donc ça, c'est pour le pass numérique. On travaille très régulièrement, donc là, je vais reprendre les éléments qui ont été dits précédemment, mais toujours cette notion de réseau. On travaille très régulièrement donc avec le département qui, lui aussi, va délivrer les passes numériques. Le département, la Poste, Pôle emploi, donc ils sont des commanditaires de passes numériques. Voilà, donc on travaille tous ensemble, nous commanditaires, les 4 commanditaires, comment nous travaillons sur le territoire rochelais pour délivrer les passes. Voilà. Et après, évidemment, de l'autre côté, on travaille main dans la main avec ceux qui sont référencés passes numériques, donc Net Solidaire, les associations, les centres sociaux et autres. En fait, l'objectif, c'est vraiment de créer, c'est ce qu'on revient toujours, c'est de créer ce réseau entre les différents acteurs du territoire. Et cette particularité du pass numérique, du chèque haptique, c'est vraiment de pousser à la création de ce réseau. Donc ça, voilà, premier point. J'ai juste rappelé une petite aparté sur sur La Rochelle, sur on va dire la spécificité de La Rochelle. Donc, on avait mis en place depuis des années donc cyberlocal. Donc, ce que vous voyez en haut à droite, c'est sur l'agglomération de La Rochelle. Il y a 34 lieux où on met à disposition des ordinateurs et parfois imprimantes pour que les personnes puissent aller sur Internet, utiliser un outil informatique. Donc ça existe depuis 10, 12 ans, voire plus. Et c'est dans les mairies, les médiathèques, certains centres sociaux, etc. Donc on a vraiment voulu capitaliser sur cet outillage-là pour après, voilà, favoriser le réseau de médiation numérique. Donc, sur notre territoire rochelais, on a cette particularité aussi d'avoir des acteurs forts comme Net Solidaire, donc la régie de quartier diagonale de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle, qui est un acteur de la médiation numérique avec des médiateurs numériques professionnels et un tissu associatif et centres sociaux très impliqués dans la médiation numérique. Ça, on va dire, c'est au niveau du terrain. Et aussi, on a l'autre particularité, c'est d'avoir le département de la Charente-Maritime, qui est un TANI, donc le territoire d'action du numérique inclusif. Donc, on est vraiment il y a un lien fort entre le terrain et le plus haut, donc le niveau département, et l'agglo se situe entre ces deux-là. Donc, c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble de nos actions. On a vraiment des partenaires forts. C'était vraiment un petit point de contexte. Donc, j'ai parlé du cyberlocal, du pass numérique, donc nos 3 collectivités
Qu'est-ce qu'on fait d'autre au niveau de la formation des agents, donc on a fait des initiatives, des expérimentations qu'on souhaite généraliser, donc là c'est la partie droite, avec des formations accueil, pré-accueil. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les personnes qui sont agents, qui sont en accueil et pré-accueil, comment diagnostiquer l'exclusion numérique, l'électronisme, et comment rediriger vers des structures pouvant les accueillir. Et accompagnant numérique, là on est plus dans le travailleuse sociale, pour pouvoir mener un début de médiation numérique, de cette relation, que je veux dire, aidant, aidé et ordinateur. Voilà, donc comment former les travailleurs sociaux à ce nouveau périmètre de leur métier. Donc ça, formation agent. Et après, donc je vais faire un zoom, donc ça c'est mes petits plus, sur les cartographies. Donc, on a deux types de cartographie. On a une cartographie de l'offre de médiation numérique qui peut aider à la médiation numérique. Donc là, on s'appuie toujours sur notre partenaire, donc le département de la Charente-Maritime et Soluris, le syndicat informatique de Charente-Maritime, et pour déployer cette cartographie. Donc, le département a déployé ça, et nous, agglomération de La Rochelle, on a relayé fortement pour que ce soit bien renseigné par l'ensemble des acteurs. Autre, c'est, on va dire en plus, demande, voilà, parfait, de la cartographie risque-fragilité. Donc, j'ai souhaité faire un zoom sur ce dispositif, voilà, qui peut être pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Donc, la genèse de tout ça, c'est un dispositif donc, qui a été créé par le SGAR Occitanie en lien avec la MENUM, et l'ANSA. Donc, l'auteur, c'est Saroja Naminzo, sur la direction de Philippe Matonnet. Donc, c'est le SGAR Occitanie, région Occitanie, qui a créé cet outil-là pour révéler un indice de fragilité numérique, c'est les éventuelles difficultés sur un territoire de risque d'exclusion numérique, de mettre en lumière les zones potentiellement les plus fragiles. Voilà. Donc, en discutant avec le SGAR Occitanie, ils m'ont transmis la méthodologie. Donc, l'objectif, c'était d'essayer de recréer un outil régional, d'une autre région en plus, de comment est-ce que je peux le faire à un niveau ville et à un niveau agglo, un niveau EPCI. Voilà, donc le résultat, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran. Donc, qu'est-ce que ça a pu apporter? Donc, c'est pour nous, l'indice fragilité numérique, ça a été comme un révélateur, c'est-à-dire que l'analyse basée sur des données a permis d'objectiver, ce qui est pas mal, c'est d'objectiver le ressenti des acteurs du territoire. Donc, souvent, on a un ressenti, telle ville, enfin, telle commune, pardon, tel quartier, quand on parle on a un zoom ville, tel quartier peut être plus ou moins impacté par de l'exclusion numérique. Et bien là, ça permet d'objectiver tout ça. Donc, on a donc là, par exemple, il y a la publication sur la cartographie, vous pouvez retrouver en tapant sur notre recherche, vous pourrez trouver tout ça. Là, on fait un petit zoom sur la ville de La Rochelle. Ce qui ressort le plus rapidement, c'est les deux QPV. Voilà, donc il y a des difficultés plus fortes en exclusion numérique. Qu'est-ce qui a été pris pour faire ça? Donc, il y a différentes cartes, donc accès et usage. Alors, il y a la capacité à pouvoir accéder à l'information, capacité à pouvoir s'adapter, compétences nutritives, compétences numériques. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des indicateurs INSEE qui ont été repris pour faire ça. Si vous voulez plus d'informations, plus détaillées, la méthodologie, etc., n'hésitez pas à aller sur le site de la MENUM. Vous allez dans la MENUM, indice de fragilité, et vous saurez l'ensemble de la méthodologie pour réaliser, donc méthodologie, c'est-à-dire un PDF qui explique sa méthodologie et un fichier Excel qui vous permettra de faire un pas à pas pour réaliser votre cartographie sur votre territoire. Donc là, on a la cartographie globale de La Rochelle. On va aller sur la diapo suivante. Et là, on peut réaliser plusieurs sous-autres cartographies, cartes en fonction de ce qu'on souhaite voir en compétences nutritives, compétences numériques. Là, par exemple, compétences nutritives, la troisième, on voit qu'il y a un quartier qui est plus en rouge qui est au sud. Ça correspond au quartier des minimes, le quartier étudiant, qui peut avoir un risque de fragilité numérique. Donc,
ce qui peut, peut-être pour notre communication, dire aux étudiants, on peut vous accompagner dans dans la démarche en ligne. Peut-être pas, on va pas dire tout de suite, on va vous accompagner dans le numérique, quoique ça peut arriver, mais on va peut-être plus mettre l'accent sur l'administration, sur les démarches en ligne. D'autres compétences, par exemple les compétences numériques, où là on voit des quartiers où la population est un peu plus âgée. Voilà. C'est un parti pris, voilà, ce sont par rapport à des données INSEE qui sont croisées. Ça peut être améliorable, mais ça peut vraiment donner un premier ressenti et ça permet aussi d'amorcer le dialogue entre les différents acteurs du territoire. Donc, avec la CAF, avec Pôle emploi, donc avec tous nos acteurs qu'on travaille très régulièrement, CAF, CARSAT, CEPAM, Pôle emploi, MSA, etc. En lançant ces cartographies, on peut discuter. Voilà. Ensuite, et la cartographie de la médiation numérique. Donc là, c'est côté offre, et c'est ce qu'a fait donc le département avec un relais de l'agglo et de la ville de La Rochelle pour vraiment cartographier. Donc ça, c'est fait sur Internet. Enfin, voilà, c'est une cartographie numérique. Le but du jeu, évidemment, c'est de décliner cette cartographie en papier pour pouvoir la distribuer. Donc, on travaille très régulièrement, toujours, avec le département pour pouvoir mettre en avant ces lieux. Pourquoi ? Pour que les usagers les connaissent, bien sûr, mais que l'ensemble des acteurs numériques se connaissent entre eux, de savoir le qui fait quoi et comment on relaie, etc., ce qui est vraiment toujours le plus important. Et le dernier point que je voulais vous montrer, un point tout à fait classique qui est la stratégie d'inclusion numérique. Donc, on a fait pas mal d'actions. Donc, moi, j'appartiens, je vous ai pas précisé, une entité assez nouvelle qui date de 2019. Donc, on a fait des actions rapides, donc de cartographie, d'appui avec le réseau, d'appui avec le département, d'appui avec nos acteurs, etc., de mise en réseau. Maintenant, l'objectif, c'est de stabiliser ça et de lancer donc une stratégie d'inclusion numérique. Et nous sommes accompagnés donc par la régie de quartier diagonale Net Solidaire, avec des sociologues, etc., qui ont l'habitude qui mènent ces actions-là. Donc c'est tout à fait, c'est diagnostic public, diagnostic commune, avec un focus important sur, voilà, je suis ville et agglo, mais je suis agglo, donc je travaille pour 28 communes, donc comment pouvoir que l'ensemble des publics puissent avoir une réponse en médiation numérique, en inclusion numérique. Et ça va se dérouler sur 1 an, sur 2 ans. Bon, après, avec le confinement, on a pris un petit peu de retard, évidemment. Mais voilà, on travaille sur ces différents sujets, stratégies et plans d'action. Merci. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation qui, comme tu disais, va au-delà de ce qui a été présenté, puisque là, tu nous présentais en profondeur justement des outils, par exemple, pour objectiver des données, pour arriver à faire discuter des personnes entre elles, pour construire des indicateurs. Donc ça, c'est effectivement le fait que vous adaptiez ou que vous déployiez l'indice de fragilité numérique développé par le SGAR Occitanie et l'ANSA, me semble-t-il, et la MEDU, est extrêmement intéressant, même si on peut y adresser un manque d'objectivité, justement, à certains égards. Mais au moins, ça a le mérite, comme tu dis, d'arriver à faire discuter des personnes entre elles et commencer à objectiver des choses. Alors, peut-être que, Gilles, tu as des questions à nous transmettre. Oui, effectivement. Est-ce que j'ai le micro? Oui, effectivement, j'ai quelques questions. Donc, je vais commencer déjà par moi-même, puisque j'ai fait quelques réflexions aussi à titre personnel sur l'intervention d'Elisabeth. D'abord, je trouve, enfin, ils ont fait un travail, je suis comme Sandrine, je suis assez ébahi sur le travail qui a été fait par la ville de Brest depuis ces 25 ans. 90 papis, 140 000 habitants, si je fais un petit calcul, une petite règle de 3, ça voudrait dire que nous devrions être en capacité, nous, de notre côté, sur la métropole, de mettre 500 points d'accès à Internet à disposition, ce qui est quand même loin d'être le cas. On en a recensé, je crois, 115, et encore, il faudrait regarder à peu près si c'est vraiment opérationnel. Voilà, donc bravo à la ville de Brest, vous avez vraiment mené une politique de long terme qui du coup, donne ses fruits maintenant.
J'avais ensuite, alors c'était une réflexion, pas vraiment une question, hein. J'avais une question pour Sandrine. J'avais trouvé intéressant le logo des marches en ligne. Je voulais savoir comment vous attribuez ce logo-là, et surtout, est-ce que vous validez les compétences qui sont derrière? Parce qu'autant les compétences numériques, on peut se dire que voilà, on les a plus ou moins. Autant les compétences de démarche en ligne, elles sont souvent très complexes, voire même très dangereuses si elles sont menées par des gens qui n'ont pas les compétences voulues. Donc, comment vous avez fait? Et puis derrière, j'ai 4 questions qui ne me concernent pas et que je vous livrerai au fur et à mesure. Alors pour l'instant, on n'a pas encore fait, encore une fois, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas diffusé encore ce logo puisque on devait le faire au moment où on a été confiné, donc ça tombait assez mal en termes de calendrier, mais on va le faire là à la rentrée. Au départ, en fait, ce logo, il va être réservé en fait aux membres. Alors, je m'entends parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de signature de convention entre les membres du réseau, mais en tout cas, il va être réservé en fait aux membres du réseau d'inclusion numérique sur la base du volontariat. Donc, il n'y aura pas effectivement de validation entre guillemets des compétences qu'ils exercent. Bon, en revanche, c'est quand même des gens avec, enfin, maintenant qu'on connaît assez bien, avec lesquels on travaille plus de 2 ans. On sait évidemment ce qu'ils font. Et donc, voilà, ce sont quand même des structures sérieuses auxquelles on peut s'adresser sans crainte. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est une question qui se pose, puisque quand on parle de démarches en ligne, on a quand même des données personnelles, des données qui peuvent être confidentielles, enfin des sujets assez sensibles qui peuvent être traités. Donc c'est clair qu'il faut faire preuve de prudence. Et d'ailleurs, on avait eu une réflexion à un moment pour... Enfin, ça, c'était aussi une proposition en fait des instances de participation citoyenne, notamment du Conseil de développement de l'Eurométropole. Ils souhaitaient en fait qu'on lance des ambassadeurs du numérique, donc qui pourraient être en fait justement tout le monde, on va dire, hein, les citoyens eux-mêmes, qui auraient du temps à consacrer à ce sujet-là et qui pourraient accompagner en fait des personnes justement dans leur démarche en ligne. Et effectivement, bon, ça n'allait pas aboutir ce sujet-là pour des questions justement de sécurité entre guillemets et de confidentialité, parce que là, pour le coup, ça devient vraiment difficile de valider, de savoir à faire. Quand on est quand même dans le cadre de structures qui sont qui ont pignon sur rue, j'ai envie de dire, on est quand même déjà, il y a quand même déjà un gage effectivement de sérieux. Et puis encore une fois, voilà, vraiment les structures avec lesquelles on travaille, maintenant on les connaît, mais c'est pas une démarche formalisée. Et c'est peut-être quelque chose effectivement qu'on devra faire par la suite si on souhaite étendre ce dispositif. Oui, c'est pour objectiver les choses. Donc, merci Sandrine, j'ai pas trop entendu la fin, mais j'ai compris l'essentiel de ton propos. Oui, merci beaucoup, ça me rassure, mais je n'en doutais point hein, d'une certaine prudence de la part de vos institutions. J'ai une question, alors il y a des questions qui sont en ligne. Alors, une question pour Jérôme. De la part de Sandrine Dupont, de l'association Destination Multimédia, qui nous demande distribuez-vous les chèques haptiques directement aux usagers? Oui. D'accord. Voilà. Ça, c'est la réponse courte. Et donc, via les quatre... Voilà, la réponse est claire. Enfin, on est une collectivité commanditaire et 100% prescriptrice. Voilà. C'est-à-dire qu'on a pris le pad de délivrer directement. Et vous ajoutez, à ça, est-ce que vous faites des recommandations aussi sur le lieu dans lequel ils peuvent utiliser leur chèque haptique, ou est-ce qu'ils sont libres de choisir? J'imagine qu'ils le sont, mais est-ce que vous donnez des préconisations sur les lieux où ils peuvent aller se former particulièrement ou pas? Alors, donc ils sont libres tout à fait d'aller où ils le souhaitent. On va leur présenter la cartographie, les 5 ou 6 lieux. Après, on va leur présenter, il y a certains qui vont faire de l'accompagnement, uniquement de l'accompagnement individuel, d'autres vont faire aussi des accompagnements collectifs. Voilà, de leur dire les différentes possibilités qu'il existe sur le territoire. Voilà, on va aussi, en fonction de leur domicile, des lieux d'ouverture, etc. Donc, chaque agent aura la connaissance de ces typologies-là. Et voilà, donc en fonction de ces différentes typologies, peut-être qu'un lieu, 2 lieux, 3 lieux peuvent être intéressants sur La Rochelle pour pouvoir y aller. Mais... D'accord. Une autre question après également sur les chèques haptiques, hein, qui évidemment interroge et intéresse beaucoup de gens. Le programme haptique s'est-il montré efficace
et facile à mettre en place. Enfin, il y a deux questions en une. Est-ce que le programme type s'est montré efficace? Est-ce que vous avez le recul nécessaire en fait pour évaluer l'efficacité de ce programme-là? Et ensuite, une question plus de backup, d'infrastructure, d'organisation sur la facilité de mise en place. Alors non, on n'a pas de recul puisqu'on va les délivrer là ce mois-ci, en septembre. On commence, nous, Villaglo CCS à La Rochelle, donc à délivrer en septembre. Le département va aussi délivrer en septembre. Donc, en fait, il va avoir un afflux de passes numériques en même temps de 3 à 4 acteurs en même temps sur le territoire. Voilà, mais j'ai pas de recul là-dessus. Après, est-ce que c'est facile ou non? L'objectif, un autre intérêt du pass numérique, c'est la mise en relation de l'ensemble des acteurs. Si ce n'a pas été fait, nous sommes obligés de le faire, de travailler entre commanditaires pour savoir qu'est-ce qui se produit sur notre territoire. Et côté offre de médiation numérique, l'ensemble des médiateurs, associations, entreprises, voilà, ou médiateurs aussi à domicile. Enfin, comment peut-on tous travailler ensemble? Donc, un des gros intérêts aussi du PASS, c'est ça, c'est cette mise en relation de l'ensemble des acteurs. Voilà. Et donc, il faut forcément travailler cette mise en relation qui peut être un peu longue, qui peut du temps. Oui, c'est le travail qu'on a, je pense, tous à faire, même ceux qui sont en avance, on va dire. Oui. Sandrine, de votre côté, à Strasbourg, vous avez un petit recul par rapport au chèque haptique ou vous êtes aussi en cours de réflexion là-dessus? Alors non, on n'a pas de recul et j'ai envie de dire on en a presque encore moins que Jérôme puisque nous on est en cours de passation du marché, hein, donc on n'a pas encore contractualisé. Par contre, voilà, ça évidemment, ne serait-ce que de formaliser le cahier des charges, de travailler sur voilà comment on va structurer le réseau de distribution, comment on va stimuler aussi les acteurs de l'offre de services pour se faire agréer. Enfin, ça pose déjà quand même tout un tas de questions, hein. Donc c'est clair que ne serait-ce que la phase préalable permet déjà faire une phase de structuration de l'écosystème. Ok, très bien. Bon, je vois que, enfin, il y a quelques régions ou quelques structures qui sont un peu en avance, mais on les a pas trop autour de la table. On essaiera de les avoir et de faire peut-être un point avec un peu tout le monde l'an prochain si on refait la manifestation, parce que c'est intéressant aussi. Enfin, le modèle est extrêmement intéressant, mais c'est vrai qu'on se heurte quand même à pas mal d'écueils, même si ça peut nous servir aussi d'argument pour avancer, et ça c'est très bien. On a une question. Moi, juste Gilles, avant que tu prennes l'autre question, j'avais une petite remarque à faire et qui me semblait intéressante puisque Elisabeth a fait un exercice de cartographie des papilles depuis très longtemps. Jérôme nous parlait d'un exercice de cartographie tripartite, département, métropole, mairie. Sandrine nous disait que dans ce comité d'animation des acteurs de la solidarité numérique sur le territoire de l'Eurométropole, ils avaient utilisé les outils, les bons clics justement pour répertorier les structures. Moi, je crois qu'il y a un enjeu à ne pas oublier là-dedans, c'est vraiment l'interopérabilité de toutes ces bases de données où on vient cartographier des acteurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est cet outil, ce que tu disais, Sandrine, comment on visibilise et on rend lisibles les acteurs qui existent et comment on multiplie pas justement les différentes cartos où il faut se mettre à jour à chaque fois. Donc là, juste, je pensais à ça. Il existe une carto haptique qui vient générer une base de données, une cartographie des acteurs qui déploient haptique. Les bons clics font quelque chose de leur côté. La BENNUM cartographie, c'est sociétaire. À Brest, vous avez les papilles. La mission Société numérique a engagé un travail de carto qui recroise pas mal de choses, mais je pense qu'il est vraiment important de se dire quels outils on utilise et comment ces bases de données sont interopérables les unes avec les autres. Comment on va pouvoir mettre en commun, et justement comment on va pouvoir construire un commun ensemble pour faire émerger justement et rendre plus lisibles tous ces acteurs. Alors, à Bordeaux, on a fait effectivement, excusez-moi Elisabeth, je t'ai coupé la parole, je te la rends. C'est toi qui es censé l'avoir plutôt que moi. Non, juste une remarque par rapport à ça, parce que nous, effectivement, on a cartographié les papilles depuis très très longtemps et on s'est dit qu'il fallait arrêter de raisonner en termes de résultats, mais plus de se dire, construisons une base de données qu'on va pouvoir réemployer et partager
avec d'autres en fait. Et donc là, on est en train de revoir complètement les choses avec une base de données qui est en cours de construction et en se disant de cette base-là, on va en faire une carto, mais on va aussi en faire un guide. Et puis demain, si le département, parce que le département travaille aussi sur une cartographie et puis un recensement des lieux sur le département, et ben, on pourra partager la base de données plutôt qu'une carte qui va être figée avec un outil qui va être spécifique, qu'on ne pourra pas bouger, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à retravailler dans cette logique-là. Ça, c'est sur la partie offre, mais il y avait quelque chose, moi, auquel je pensais aussi en complément de ça, c'est que on parlait de la nécessité de connaître, en fait, les publics avec l'indice de fragilité numérique. Moi, je défends l'idée et on est en train de commencer à tirer le fil de ça, de la construction, comme on a des observatoires sociaux aujourd'hui, d'avoir un observatoire social numérique sur les territoires et qui soit aussi partageable. Nous, à Brest, on travaille dans les quartiers populaires à mettre de l'Internet, avec Internet, un habitat social, à mettre de l'accès accompagné, etc., dans les logements. On n'est pas capable de dire aujourd'hui si dans les quartiers politiques de la ville, il y a plus d'abonnés à des offres Internet que dans d'autres quartiers brestois, parce que ces données sont difficilement accessibles, etc. Donc, on a besoin, je pense, aussi de construire quelque chose là-dessus pour connaître d'une part l'offre, mais aussi les usagers et là où ils en sont. Bon, merci. Juste deux petits mots. Dans les replays, vous verrez, on a eu un atelier sur l'observatoire parce que nous allons mettre aussi en place un observatoire qui va commencer par un genre d'incubo. Enfin, on a repris le concept de incubo et on va peut-être y ajouter quelques données qui vont un petit peu le modifier. Ça, c'est une chose. Et ensuite, sur les bases de données, et on a travaillé avec le département, de notre côté, la métropole. Vu qu'on n'avait pas les mêmes temps, en fait, de validation, on n'a pas tout à fait la même chose. Et là, on essaye, même si nos bases sont quand même très cohérentes, on essaye de se rapprocher l'une de l'autre, pardon. Parce qu'eux, ils ont un outil de mise en ligne que nous n'avons pas et que nous ne comptons pas, dans un premier temps, faire. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et pourtant, on avait travaillé quand même pas mal en amont ensemble. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je vais enchaîner sur une autre question. On me parle de... Ah oui, quel type d'agent? Alors, encore une question pour Jérôme. Ludivine Pereira de Libourne me demande quel type d'agents sont formés. Est-ce que c'est les collectivités, les associations? Comment vous avez fait est-ce que vous avez fait une sélection? Est-ce que vous avez mis des barrières à la formation que vous proposez à La Rochelle? Alors, pour l'instant, on est dans une expérimentation de formation avec deux typologies de formation, accueil, pré-accueil. Donc, l'objectif, c'est donc l'ensemble des agents qui sont en situation d'accueil et de pré-accueil dans nos trois collectivités, Villagglo, CCAS, voilà, qui peuvent renseigner des usagers. Toutes les personnes des mairies de proximité, médiathèques, état civil, etc., qui sont en contact direct avec les usagers et qui peuvent être potentiellement donc pouvoir détecter ce problème d'exclusion, enfin d'électronisme, de le comprendre, de savoir ce que c'est, de le comprendre et d'avoir la posture et de savoir réorienter. Voilà, ça c'est une première, donc ce serait l'objectif, ce serait donc de travailler donc de l'ensemble de ces agents accueil-pré-accueil. Deuxième typologie de formation, donc ça cette formation serait sur une journée et l'autre formation qui serait sur 2 jours, accompagnant numérique. Donc, c'est comment mener moi j'appelle ça comme ça, cette relation aidant-aidé ordinateur. Là, c'est plus au niveau des travailleurs sociaux qui ont l'habitude de travailler, d'accompagner les publics, aidant-aidé, mais avoir aidant-aidé et cette troisième personne qui est l'ordinateur, on va dire, voilà, c'est un accompagnement qui peut être différent et donc de former, d'accompagner ces agents, travailleurs sociaux et aussi à la médiathèque communautaire qui travaille aussi à accompagner les usagers au numérique. Voilà, donc nos deux typologies, enfin nos deux types de formation. Merci. Merci Jérôme. Comme je suis aussi le gardien du temps quelque part, je vais passer la parole à
François, et je vais me retirer de la réunion en vous souhaitant une bonne fin de travail. Alors, tu te retires parce qu'il n'y a plus de questions, Gilles, ou parce qu'il n'y a plus de temps? Alors, il n'y a plus beaucoup de temps. Il y a encore Oui. quelques questions, mais c'est vrai qu'il arrive à 17 h et on essaie de tenir les délais au plus serré possible. Bon. Mais tu peux faire ta propre conclusion si tu as besoin. Il reste 1 minute ou 2. Bah, une conclusion, moi, c'est ce que je disais à Elisabeth, à Jérôme, à Sandrine tout à l'heure. Moi, en tant que chercheur indépendant sur ces questions-là et impliqué dans différents projets de recherche, de recherche-projet, de recherche-action qui ont trait à l'inclusion numérique, je ne peux être qu'admiratif de tout ce que vous mettez en place. Et je trouve que c'est plus intéressant que vous ayez une discussion entre vous et justement que vous enrichissiez vos approches les uns avec les autres. Mais voilà, moi, en vous écoutant, j'ai eu cette pensée de me dire que il faut que vos stratégies respectives aient comme objectif également dans une stratégie plus globale, vraiment de participer à la création de communs nationaux. Et quand je prenais l'exemple des cartographies, je trouve ça vraiment précieux aussi de travailler à l'élaboration de communs nationaux, ne serait-ce que pour rendre plus visible et lisible l'offre qui existe sur le territoire. C'est ce que tu disais, Sandrine, souvent, il y a cette problématique, vous avez fait face à cette problématique de comment on fait en sorte que l'offre rencontre la demande. Et du coup, comment on va construire des outils pour rendre plus lisible, plus accessible l'offre qui existe en fait déjà sur les territoires. Il y a plein de personnes, il y a plein de petits archipels de pratiques, de gens qui font des choses dans leur coin. Et comment on fait en sorte que l'offre qui existe sur le territoire rencontre la demande, ça c'est important. Et je pense que c'est uniquement en créant des communs nationaux et pas en partitionnant les différentes bases de données qui regroupent les acteurs qu'on y arrivera. Merci à tous et au revoir. Je pense qu'on a atteint, désolé Jérôme, 17h01. on fera un atelier spécial La Rochelle l'an prochain. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.